Laurent Frédéric Bollé, donc un nom qui ne nous est pas inconnu en Sarthe. Voilà. Merci à vous d'être là. Donc vous avez donc écrit une bande dessinée avec bien sûr Philippe Niclou, qui également n'a pas pu se rendre au Mans, mais qui est bien sûr avec nous dans ses pensées, je l'imagine. Ils ont tous les deux, j'allais dire pondu, mais je pense que le terme est là, puisqu'en fait ça a été une longue gestation et un long accouchement. 2 tomes sur l'histoire de l'Australie. C'est juste passionnant. Très bien construit, l'illustration est incroyable et c'est comme je lui disais en coulisses, un page turner. On est pris dans cette histoire réellement et merci parce que c'est un grand moment de lecture et de bande dessinée réellement. Donc vous allez voir des images, voilà. Donc merci à vous. Vous êtes également journaliste et vous avez écrit aussi d'autres. Vous avez donc étaillé des biographies dans le programme des Carrefours de la Pensée. Je vous laisse la parole. Bonjour Mélanie, mesdames et messieurs, bonjour. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et donc j'ai le redoutable honneur d'entamer les débats. Je suppose que le plus simple, c'est de vous raconter un petit peu la genèse de ce projet dit Terra Australis, puisque tel est le nom de ce roman graphique. Vous savez que nous sommes en plein boom éditorial et que la meilleure vente de livres, tout secteur confondu, en 2022 a bien été un roman graphique, le fameux Monde sans fin autour du nucléaire. Donc il y a plus de 15 ans, j'avais eu l'intuition qu'effectivement on pouvait aborder des thèmes qui étaient variés, qui n'étaient pas seulement dans le milieu de la bande dessinée, des lectures de divertissement. Et j'avais donc proposé à mon éditeur un pari fou de faire 500 pages sur l'histoire, la naissance de l'Australie moderne. J'entends bien, puisque là on parle bien de la période qui se concentre notamment entre 1787 et 1788, à l'époque où les Anglais arrivent vraiment en Australie et donc littéralement colonisent le pays. Mais évidemment, on partira du principe que l'Australie était une terre ancestrale bien antérieure à cette arrivée occidentale. Mais je focalise là-dessus. Alors si je dois un peu raconter la genèse, sachez que personnellement, j'avais découvert l'Australie en 1995 à l'occasion de mon voyage de noces. Comme beaucoup, j'en étais tombé amoureux. Ma mère, sœur Ella, elle vous dirait que même quand j'avais 12-13 ans, je lui avais dit qu'un jour je vivrais en Australie. Alors ça, je me souvenais pas, mais bon, j'avais manifestement un petit fond en moi qui rêvait de cet ailleurs et de ce pays lointain. Et pour raison professionnelle, j'ai attendu 2004 avant d'y retourner. Et là, j'y suis allé une dizaine de fois entre 2004 et 2007. Bon, c'était certainement une chance. Et je sais que demain, il y a un intervenant qui parle d'histoire et de géographie. Dans un premier temps, j'ai forcément, au-delà de mon obligation professionnelle, fait un peu mon touriste. Et donc, je me suis un petit peu concentré sur le côté géographie en visitant un petit peu toute l'Australie. J'ai été à Sydney, bien sûr, à Brisbane, à Perth. J'ai été à Uluru, le fameux rocher au milieu de l'Australie. Et puis un jour, j'étais à Phillip Island, qui est une presqu'île au sud de Melbourne, et j'avais un ami qui me guidait un petit peu, et je lui pose la question, au bout de 3 ans, sans vraiment avoir focalisé là-dessus, je dis, mais alors c'est vrai cette histoire-là de bateau de bagnard qui est venu fonder l'Australie, dont on a tous globalement entendu parler. Vous voyez que j'étais vraiment au niveau 0. Et il me dit, oui, bien sûr, c'est vrai, beaucoup d'Australiens descendent de ces bagnards, mais tu sais, il n'y avait pas qu'un bateau, il y en avait 11. Et ça, j'avoue que je ne le savais pas. 11 bateaux, 11 navires qui sont donc arrivés en 1788 dans l'actuel Sydney, qu'on appelait à l'époque soit en termes généraux Botany Bay, soit Port Jackson. Alors là, j'ai pris instantanément conscience, puisque j'étais journaliste, mais j'étais déjà auteur de bande dessinée, que 11 navires, ça représentait forcément une épopée assez incroyable, et c'était au moins le résultat d'une organisation incroyable, au moins étatique, et en tout cas humaine, ça certainement, et qu'effectivement, donc, il y avait forcément des histoires par milliers de destins, de parcours humains, d'hommes et de femmes, et même d'enfants, ai-je découvert, qui avaient donc vécu une aventure, alors certainement forcée,
puisque la moitié de ces personnes qui sont arrivées en Australie en janvier 1788 étaient effectivement des bagnards ou des prisonniers, des convicts, comme on dit en anglais, mais qu'effectivement, il y avait forcément une multitude de destins et d'histoires qu'il fallait creuser. Bon, pour la petite histoire, vous savez peut-être que tous les ferries qui circulent dans Sydney, qui partent de Circular Quay, la gare de ferry centrale entre l'Opéra et le pont, le Harbour Bridge, ont gardé les noms des fameux 11 navires qui ont constitué ce qu'on appelle la First Fleet, la première flotte, et qui étaient donc partis de Portsmouth en mai 1787 pour arriver à Sydney, enfin à Botany Bay dans un premier temps, en janvier donc 1788. Bon, je fais vite pour pas peut-être trop parler, mais sachez que tout de suite, je suis allé dans une librairie à Melbourne et j'ai réussi à trouver 3-4 livres qui parlaient de l'histoire de l'Australie par des auteurs australiens. Et donc, j'ai commencé à me documenter sur cette histoire, effectivement, et cette expédition maritime qui avait conduit les Anglais à aller jusqu'en Australie. Donc là, j'ai passé toute l'année, donc nous étions en 2007, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai passé toute l'année 2008 à lire et à me documenter sur cette histoire. Parce que je voulais donc faire un grand récit, un roman graphique à la fin, ça c'est sûr, mais je pouvais pas arriver chez un éditeur en lui disant tiens, j'aimerais raconter l'histoire de l'Australie, et puis il me dirait oui, alors qu'est-ce qui se passe? Je lui dis attends, je suis en train de lire, je te dis ça très vite. Non, il fallait que je sois déjà imparable, il fallait que je connaisse déjà tous les tenants et les aboutissants. Donc 1 an de vrai travail, et effectivement, il y a notamment, mais alors c'est vrai que j'avais amené le document, mais je sais pas, on n'a pas essayé. Un document Excel, vous voulez que j'essaye? Essayons. Bon, j'ai passé 3 mois, 3 mois à raison de plus de 15 heures par jour, à refaire le parcours des bateaux. Ah oui, ouais. 15 heures par jour. Ah oui, parce que c'est une passion et qu'effectivement, je pensais qu'à ça. Mais bon, vous voyez, j'ai mis ça c'est pas moi. Est-ce que ma clé USB apparaît? Je découvre, là c'est vraiment de l'improvisation. Vous voyez quelque chose vous? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Bon, non, je vois pas ma clé USB apparaître dans le. Alors est-ce que je l'ai mise là, mais elle devrait apparaître en LFB. Bon. LFB 16 Go, je crois. Bon, je vais continuer pour vous raconter la suite. Assez vite, en tout cas, m'est apparu qu'il y avait une division possible du livre en 3 parties. La première partie, c'est effectivement pourquoi l'Angleterre décide quand même de lancer une opération à ce point-là importante, d'organiser un départ groupé de 11 navires qui vont aller faire le tour du monde et qui vont aller de l'autre côté du monde. J'ai souvent pris l'image que affréter 11 navires pour aller en Australie en 1787, c'est comme si on envoie 11 fusées actuellement sur Mars. Je suis honnêtement pas convaincu qu'on soit sûr d'y arriver de manière en entier et sans grand dommage. Donc il y a une première partie qui se passe en Angleterre, où effectivement, soit je m'intéresse à des futurs prisonniers, et notamment à un enfant terrible qui était un petit ramoneur qui avait 9 ans, et qui un jour a volé un bibelot chez un propriétaire dont il ramonait la cheminée, et qui s'est fait confondre puisqu'il s'est appuyé contre un mur pris d'un vertige, et qu'il a laissé sur le mur la trace de sa main. Et donc c'est comme ça qu'il a pu être confondu par effectivement le propriétaire qui avait constaté qu'il lui avait piqué un petit objet. Et donc ce gamin, John Hudson, il fait partie de l'histoire australienne, avait 9 ans, il est passé devant un juge, il a été envoyé en prison, à la terrible prison de Newgate à Londres, et il a été envoyé comme bagnard alors qu'il avait 14 ans en Australie. Donc vous voyez, une histoire, c'est ce que j'avais un peu pressenti, une histoire incroyable de quelqu'un qui se retrouve prisonnier en Australie. Et puis évidemment, on est aux arcanes, on pénètre aussi dans les arcanes du gouvernement anglais, dirigé à l'époque par le Premier ministre Pitt, et on décide donc d'envoyer en Australie des prisonniers, incontestablement une décision d'ordre carcéral qui consiste à faire une déportation forcée de prisonniers
pour aller, évidemment, dans un premier temps, vider les prisons anglaises et dans un deuxième temps, aller fonder une colonie. Voilà pourquoi, pour moi, qu'une fois, je me trouvais en Australie et qu'un Australien, dans une émission de radio locale, m'avait posé la question et qui m'avait dit « Mais vous êtes dans quel côté du débat, vous? Est-ce que effectivement la décision d'aller en Australie par les Anglais, c'est une décision carcérale ou une décision impérialiste de conquête de territoire ?» Mais j'avais dit, mais pour moi, c'est les deux. Enfin, ça me semble évident qu'effectivement, il y avait sans doute une volonté un petit peu d'efficacité, d'organisation, d'administration pénitentiaire, mais il y avait évidemment la promesse de planter le drapeau et de récupérer un territoire. Je rappelle que 17 ans auparavant, en 1770, le fameux James Cook avait donc exploré cette partie de l'Australie et avait donc exploré la côte dite maintenant Est, celle qui globalement part de Sydney et pourrait aller jusqu'à Brisbane, on va dire ça comme ça. Bon, donc effectivement, la couronne anglaise avait bien repéré une nouvelle terre à pourquoi pas conquérir. Donc envoyer une colonie là-bas dans ce qu'on appelait Botany Bay, puisque James Cook avait trouvé cette grande crique, cette anse, là où il y a maintenant l'aéroport de Sydney, et l'avait donc baptisé la baie de la Botanique, Botany Bay, en disant déjà en 1770, là on pourrait installer une colonie. Donc pour moi, il y avait déjà clairement une vision impérialiste. Donc ça, c'est la première partie, l'Angleterre, et on décide donc de cette opération étatique, comme je l'ai souvent appelée, de lancer une grande expédition maritime et d'aller à l'autre bout du monde. Alors attendez, je fais le test grandeur nature pour savoir si ça peut marcher. Mais là, vous voyez voilà, pas, non? Ah si. Oui, mais vous avez pas... mais, ah si, vous voyez un peu. Bon. Donc vous voyez, là, c'est un de mes... Là, c'est un de mes tableaux, enfin une de mes prises de notes, mais ça me semblait intéressant de les communiquer parce que voilà, ça c'est vraiment le résultat. Voilà, quelque part, donc ce que j'ai pu faire pendant 6 mois, les chiffres humains de cette première flotte, sachant que vous avez compris que la deuxième partie de mon livre, à peu près 150 pages, parle évidemment de ce voyage. Une fois qu'on l'a décidé, donc on se retrouve sur 11 navires, Portsmouth 13 mai 1787, et on va donc arriver à Botany Bay le 24 janvier 1788. Comment se passe ce voyage? 9 mois sur les mers, à 11 navires. Je aime autant vous dire que vous devinez qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Et donc, je redécouvre les chiffres. Ils étaient 1418 au départ. Et sur ces 1418 hommes et femmes, enfants de la première flotte, ils étaient 786 prisonniers, dont 14 enfants. Le plus âgé de la flotte avait 68 ans apparemment. Il y avait des enfants d'officiers, donc ça, il y avait effectivement des enfants jeunes, mais parmi les prisonniers, il y avait 3 détenus, dont mon fameux ramoneur dont je vous ai parlé, John Hudson, Elizabeth Hayward et George. J'arrive pas trop à lire, mais George, bon, voilà. Et à l'arrivée, ils étaient 1373. Donc, effectivement, je retrouve là le chiffre en voyant ce document. 45 décès seulement entre le départ de Portsmouth et l'arrivée à Botany Bay. J'aime autant vous dire que c'est effectivement une performance, on peut appeler ça comme ça, incroyable. Parce qu'à l'époque, entre scorbut, conditions de vie sur les bateaux, hein. Souvent on est dans les cales pour les prisonniers, un peu en mode avec des barreaux quand même, hein. Bon, vous imaginez bien qu'au niveau promiscuité, hygiène, c'était pas simple. Donc effectivement que 45 morts. Et puis attendez, je voulais vraiment vous montrer alors mon autre document sur ce fameux jour par jour. Voilà, voyage timeline comme je l'avais intitulé. Vous voyez un peu là? Oui, voilà. Donc je prends un exemple. Le jeudi 17 janvier 1788, donc le jour 250 de la traversée, donc on est en position 35 degrés, 39 sud, hein, à l'entrée de Botany Bay, il fait très chaud. Le samedi 12 janvier, vent violent qui continue d'endommager les voiles, promotion de 3 soldats sur Scarborough, ça c'est un des 11 navires sur le pont de manière officielle. Donc vous voyez, 3 mois, jour pour tous les jours, à passer en revue tous les journaux de bord, parce qu'il y a effectivement au moins 5 sources de journaux de bord qui ont été faits par des officiers sur donc les 11 navires. Et en Australie, il y a 2-3 livres qui ont parlé de ces journaux de bord, mais il n'y avait pas de compilation, si j'ose dire. Donc voilà, j'ai passé 3 mois, jour par jour, à refaire effectivement
toutes les journées de ce voyage. Voilà, par exemple, le 12 juin 1787, qui était un mardi, le 31e jour, il fait très chaud et des marins se baignent près du Lady Penrhyn et on aperçoit un requin et tout le monde remonte à bord de manière précipitée. Voilà, la petite anecdote, mais voilà, j'ai passé en revue. Et enfin, pour finir, parce que je pense que le temps s'écoule vite, eh bien, la troisième partie de mon livre, vous imaginez que c'est bien, une fois arrivé sur place, qu'est-ce qui se passe ? En fait, pour tout vous dire, ils sont arrivés à Botany Bay, donc dans ce lieu décrit par Cook 17 ans auparavant, en disant c'est là qu'on va s'établir. Et là, c'était pas du tout comme prévu. On est un peu tombé de haut, et les Anglais ont constaté que c'était impossible d'établir une colonie là, puisque globalement la crique était ouverte à tous les vents, qu'il n'y avait pas vraiment de source d'eau potable, que au niveau protection un petit peu des lieux, ça laissait à désirer. Et donc là, ça a été un peu la douche froide. Et le gouverneur, qui était à la fois le commandant de la flotte et le futur gouverneur de la colonie, qui s'appelait Arthur Phillip, a donc décidé d'explorer un petit peu la côte vers le nord. Et c'est là qu'il a trouvé l'ouverture qui est maintenant marquée à l'entrée des baies de Sydney par 2 anses, on va dire. Et plongeant à l'intérieur, il a découvert une multitude de criques. Et c'est là qu'il a décidé de baptiser ce lieu Port Jackson. Et c'est là que globalement est Sydney. Quand les 11 navires y arrivent 2 jours plus tard, ils mouillent à l'entrée de la crique. C'est littéralement là où de nos jours maintenant, il y a l'Opéra de Sydney à droite, si je regarde de derrière, et le Harbour Bridge à gauche, 2 des monuments les plus célèbres évidemment et du monde et de Sydney. Et il y a le quartier dit The Rocks, toujours, c'est bien là qu'on s'est établi. Donc voilà comment, mais vous imaginez bien que on arrive sur place. Ok, on a 1500 personnes à gérer et on a globalement face à nous une plage et une forêt. C'est littéralement que ça. Et évidemment, des aborigènes et la question aborigène qui va survenir très très vite et qui va évidemment côté anglais rajouter au problème. Et donc là, évidemment, une nouvelle vie commence, mais peut-être que le plus dur commence par rapport à tout ce qu'on a déjà traversé. Je vous montre peut-être quelques images de mon roman graphique. Voilà par exemple comment on plante le drapeau. Donc vous voyez le style de mon dessinateur Philippe Niclou qui vraiment par ma voix s'excuse de ne pas pouvoir être là et très mortifié de n'avoir pas eu son train. Voilà une scène où le premier navire arrive avec la première barque qui va déposer le gouverneur Philippe dans effectivement ce qui est donc maintenant Sydney. Voilà, vous voyez des beaux dessins quand vous voyez cette côte. Vous admirerez comme moi, je suppose, la qualité d'artiste de Philippe qui est capable effectivement de nous dessiner ces eucalyptus et cette côte escarpée australienne quand on longe Sydney. Et là, franchement, on y est. Donc voilà, d'autres plans de navires. Alors ça, c'est le deuxième. Alors j'ai fait un deuxième volume, Terra Doloris, qui est paru 5 ans plus tard et qui là focalise sur quelques prisonniers qui ont voulu s'évader de la colonie de Sydney. Et ce monsieur en est un, il s'appelle Thomas Muir, M-U-I-R. C'était un prisonnier politique écossais, car les Écossais, vous savez, avaient quelques volontés de peut-être s'affranchir un peu de la couronne britannique, et quelques prisonniers vraiment politiques écossais ont été envoyés à Port Jackson, et Thomas Muir a réussi à s'évader. Alors je ne sais pas si les images d'avant c'est encore Terra Doloris. Bon, vous voyez là, c'est différentes étapes. Ça c'est la fameuse prison dont je vous parlais où était le jeune. Ça c'est un personnage féminin qui s'appelle Mary Bryant, qui est assez célèbre en Australie puisque dans mon deuxième livre, elle aussi s'est évadée de l'Australie. Ça, c'est une vue de Toulon, mais c'est parce qu'on focalisait sur le gouverneur Philippe, qui a été donc le gouverneur et qui a été à un moment donné en poste en France pour espionner la France. Bon, enfin voilà, vous voyez quelques styles du dessin de Philippe. Et puis juste peut-être, Mélanie, si vous me permettez. Ah oui, je vous permets. Voilà, me voici avec l'ambassadeur d'Australie. Bon, je redécouvre un peu ce que j'avais. L'ambassadeur de France, je veux dire, en Australie en 2015. Bon, bah écoutez, pardonnez-moi cette vantardise, mais enfin bon, vous voyez que l'ambassade nous avait reçus parce on avait fait une petite tournée de promotion du livre en Australie en 2015. Et voilà, le livre a été traduit en anglais. Et là, nous étions dans une librairie à Canberra pour dédicacer. Donc, vous voyez que la couverture était légèrement différente et que donc nous avions été invités à venir participer et présenter notre projet. Pour conclure, c'est vrai que beaucoup d'Australiens que j'ai rencontrés
n'ont cessé de me déclamer leur fascination même, ou leur incompréhension de voir qu'un Français avait passé 5 ans de sa vie, puisque ça c'est 5 ans et ça c'est 3 ans, donc un peu plus même, mais à l'époque de Terre Australie c'était vraiment 5 ans de travail pour écrire 500 pages, oui c'est 5 ans de travail, il n'y a pas d'autre mot, qu'un Français avait consacré 5 ans de sa vie à raconter l'histoire de leur pays, qui plus est en roman graphique, car il n'y a aucun produit de ce genre en Australie. Donc effectivement j'étais très, très content quand même d'entendre ça, puisque ça voulait sans doute dire que j'avais un petit peu réussi mon coup, j'espère. Voilà, pardonnez-moi si j'étais un petit peu long. Non, c'était parfait. Merci. Merci beaucoup.